Nous continuons par le département des peintures où j'ai le plaisir d'accueillir deux orateurs puisque c'est un travail en commun entre Béatrice Lowy qui est chargée d'études documentaires au département des peintures et Vincent Delieuvin qui est un des conservateurs en chef, pas du département des peintures et qui vont donc nous présenter le travail entrepris récemment par eux au département des peintures. Merci Yannick. Alors nous sommes tous les deux conservateurs. Béatrice est aussi conservateur. Et d'ailleurs, c'est une équipe très soudée qui nous permet d'avancer avec, je dirais, plus de facilité sur ces dossiers complexes. En guise d'introduction, je voudrais simplement rappeler que ce travail sur les provenances, sur l'historique des œuvres, n'est pas nouveau. Il est vraiment au cœur du travail des départements. Nous avons la chance dans les départements d'avoir un service de documentation, de conservation. Et bien sûr, la responsabilité que nous avons sur les œuvres prend en compte ce travail, cette documentation sur les œuvres et cette connaissance de l'historique. De fait, au département des peintures, mais je crois que c'est le cas dans la plupart des départements, au Louvre, nous bénéficions de dossiers d'œuvres très riches qui recensent toute la documentation bibliographique, les documentations d'archives aussi, concernant ces œuvres. Et nous avons aussi la chance de bénéficier de synthèses qui ont été faites depuis le XIXe siècle, en quelque sorte, et qui se poursuivent, qui sont les catalogues de nos collections, les catalogues raisonnés, sommaires et raisonnés de nos collections, et qui permettent déjà d'offrir à tous des synthèses sur la question des provenances de nos collections. Alors bien évidemment, si cela existe, il faut poursuivre le travail, d'autant plus aujourd'hui que nous bénéficions de nouveaux outils concernant les provenances, qui sont, je pense, surtout aux bases de données, aux nombreuses bases de données nouvelles qui existent, bases de données sur le marché de l'art, c'est-à-dire notamment des bases de données qui recensent des catalogues de vente aux enchères, des inventaires de collections. Donc, ce sont vraiment des choses essentielles parce qu'ils nous permettent de reprendre les recherches sur l'historique de nos œuvres. Et je pense aussi que c'est important de le faire aujourd'hui parce que nous avons la chance de bénéficier aussi d'un nouveau réseau, un réseau de chercheurs spécifiquement dédiés à ces questions de provenance. Et on a la chance de fait, grâce à cela, le travail qui est fait en interne ici, qui rassemble les départements, mais aussi la direction de la recherche et des collections, et bien de pouvoir vraiment nous informer les uns les autres de ces nouveaux outils de travail qui existent et dont nous n'avons pas toujours bien connaissance parce qu'ils ne font pas partie de notre environnement, je dirais, naturel. Alors, pour terminer cette courte introduction, je voudrais dire aussi qu'au département des peintures, notre méthode de travail est peut-être un petit peu différente. Nous avons décidé de faire un travail d'ensemble sur toutes les acquisitions depuis 1933, parce que, bien évidemment, les œuvres, les peintures achetées après 1945 doivent être, elles aussi, on doit continuer à travailler sur ces œuvres-là, parce qu'il est bien évident que potentiellement des œuvres acquises à partir de 1945, après la guerre, ont elles aussi pu être spoliées précédemment. Donc on a plutôt organisé un travail sur les 2700 tableaux qui ont été acquis depuis 1933 et notre méthodologie est en fait de travailler plutôt par artiste puisque effectivement toute la documentation dont on dispose, les monographies, toute la bibliographie, les catalogues de vente, les inventaires de collection, on recense des noms toujours, donc nous on a besoin de partir vraiment des noms d'artistes et qui nous permettent de faire vraiment un travail le plus approfondi possible sur les œuvres de ces artistes que nous possédons aujourd'hui dans nos collections. Alors je vais laisser la place à Béatrice pour présenter néanmoins un travail. On est au début d'un travail, ça je crois que c'est la question de dire. À la fois on bénéficie des synthèses de nos prédécesseurs et en même temps on reprend le travail. Donc c'est quelque chose, un work in progress qu'on vous propose ce matin. Et Béatrice va vous présenter plutôt vraiment quelque chose de plus concentré sur ce qui est un peu l'objet de notre journée aujourd'hui, les acquisitions entre 33 et 45. Oui, bon, merci Vincent. Pour resserrer un peu notre étude sur les années comprises entre 1933 et 1945, évidemment, nous allons passer donc de plus de 2700 peintures, ce qui était le nombre sur lequel nous travaillons actuellement. Pendant cette période, nous tombons à un chiffre de 457 peintures, dont il faut comprendre aussi qu'elle exclut bien entendu les MNR qui n'ont jamais été inscrits sur les registres du Louvre et les tableaux, notamment les 48 tableaux de la collection Schloss qui ont été inscrits et rendus après la guerre. Donc, dans cet intervalle chronologique, la logique d'une recherche par artiste, comme vient de le développer Vincent Delieuvin, doit être temporairement remplacée par celle organisée en fonction des types d'entrées dans les collections.
Donc, je vous ai mis un petit graphique pour permettre de regrouper les cas d'entrée dans les collections en fonction des typologies d'entrée, achat, don, legs, et cela donc permet d'étudier les donateurs, les légataires, les types de vente. Et voilà, on va déjà mettre de côté celles qui sont inventoriées à partir de 1933, mais qui sont entrées en fait auparavant dans les collections nationales et sont réaffectées au Louvre. Voilà, c'est le cas d'une première œuvre qui est acquise par le ministère d'État dès son exposition au Salon de 1861, une œuvre de Giuseppe Castiglione, donc, qui représente le salon carré en 1861. En fait, cette œuvre, qui est donc acquise dès son exposition, est longtemps accrochée dans les appartements du ministère d'État, qui va devenir ministère des Finances après 1871, dans le Palais du Louvre, mais qui n'avait jamais été inscrite sur les collections, et sur l'inventaire du musée. Et il n'est finalement inscrit sur les inventaires qu'en 1933, et donc il appartient à cet intervalle de temps. Voilà. Je vous ai mis également le cas particulier de l'échange franco-espagnol de 1941. En effet, dans le but de récupérer le célèbre tableau de Murillo, l'Immaculée Conception, qui avait été réquisitionné par le maréchal Soult pendant les guerres napoléoniennes et vendu ensuite à l'État français par ses héritiers, le maréchal Franco fait une demande à l'État français et donc au maréchal Pétain pour un échange d'œuvres et récupérer, entre autres choses, notamment cette Immaculée Conception, le célèbre tableau, aujourd'hui exposé au Prado. Et donc, le Louvre récupère notamment, à la suite de cet accord, ce tableau de l'atelier de Velázquez, la reine Marie-Anne d'Autriche, qui donc entre sur les registres en 1941. Ensuite, je voulais vous parler du cas assez fréquent des donations et des legs avec réserve d'usufruit. Alors, vous savez que les donations, à la différence du simple don, relèvent, comme les legs, d'un acte notarié. Et cet acte notarié est souvent assorti d'un usufruit. Dans le cas des couples, il s'agit souvent, là, il s'agit de veuves, donc qui doivent profiter de l'œuvre avant qu'elle n'intègre les cimaises du musée. Et là, dans ce domaine, c'est curieux, mais parfois l'œuvre est inscrite immédiatement, mais le plus souvent, elle est inscrite une fois que l'œuvre entre réellement sur les cimaises du musée. Alors, vous avez à gauche le legs de monsieur et madame Henri Pereire, qui donne donc deux tableaux très importants de Rembrandt. Henri Pereire était le fils d'Émile et neveu d'Isaac Pereire. Et il meurt en 1932 et avant, il fait donc donation sous réserve d'usufruit dès 1930 avec le pendant de ce tableau. Et finalement, sa veuve, bien que vivant jusqu'en 1943, abandonne l'usufruit avant son décès et l'œuvre entre finalement donc en 1933 sur les inventaires du Louvre. Ensuite, je voulais vous parler également de donc c'est le portrait de Cornelia Pronk à l'âge de 33 ans. Parallèlement, je voulais également vous parler d'un autre don qui est fait par un personnage donc, que nous connaissons bien, Adolphe Schloss. Et ce don d'Adolphe Schloss, il est fait également avec réserve d'usufruit. Adolphe Schloss meurt en 1910 et donc on verra que ses héritiers seront donc dépossédés de leur collection. Mais dès 1910, il fait un don avec un legs avec réserve d'usufruit pour sa veuve, et sa veuve mourant en 1938, le tableau entre donc au Louvre après la mort de cette dernière en 1939. Voilà.
Ensuite, nous avons également un autre cas dans lequel, évidemment, on ne peut pas parler de spoliation. Ce sont les cas des dons et legs de famille. Ces dons et legs familiaux sont assez importants. Ils sont nombreux pendant cette période. Et on pourra citer, par exemple, le legs de Madame de la Roche-Vernet, qui, comme son nom l'indique, est l'épouse du descendant des peintres Paul de la Roche, Horace et Karl Vernet, et qui lègue au Louvre des tableaux qui sont donc restés dans sa famille, dans la famille de son époux. Et on a également, je vous ai mis ici l'exemple pour illustrer ces dons et ces legs familiaux du baron Arthur Chassériau, qui était le neveu, l'héritier et le collectionneur du grand peintre. Et il fait, dans un premier temps, un don en 1933 d'un premier tableau, d'un premier lot de 3 tableaux, dont cet Apollon et Daphné. Puis, en 1934, après sa mort, le Louvre reçoit par legs un legs très important de 77 tableaux, dont cet autoportrait fait partie. Voilà, une fois que nous avons pu, pendant toute cette période, finalement, éliminer les cas les plus, je dirais, les plus évidents, regroupés donc par don, par legs, on peut se prononcer donc sur les provenances qui sont peut-être, qui n'ont pas été établies, comme l'a dit Vincent de Lieuvin, qui n'ont pas déjà été établies dans les catalogues raisonnés qui souvent notent ces provenances depuis maintenant longtemps. Parfois, donc, ces provenances ne sont pas notées. Il s'agit de faire une recherche. Donc, je vous ai mis ici un cas relativement simple. D'un achat qui a été fait en 1937. Il s'agit d'un tableau représentant Gabrielle d'Estrées et une de ses sœurs, achat qui a été fait en 1937 auprès d'un particulier. Il s'agit de Madame Gobert de Guestre, qui donc le vend au Louvre. Pour remonter donc la trace de la provenance de cet achat, il suffit de remonter d'étudier attentivement le dossier d'œuvre. Et on voit rapidement que Madame Gobert de Guestre explique qu'elle tient ce tableau d'une vente précédente, dont je vous ai mis la photo de la page avec l'illustration, ce qui est quand même un cas assez rare, parce qu'on a à la fois la photo, la description du tableau. Et donc on a cette vente après décès du baron Jérôme Pichon, mort en 1896, qui était un collectionneur, un bibliophile, et dont la vente après décès intervient le 29 mars 1897. Le tableau est adjugé 2050 francs et rentre à ce moment-là dans les collections de Madame Gobert de Guestre. Parfois, malgré l'étude approfondie de nos sources, nous nous retrouvons devant ce qu'on pourrait appeler une impasse, et je vais laisser Vincent de Lieuvin présenter l'exemple suivant. Oui, malheureusement, c'est un cas assez courant. On se retrouve finalement face à un mur, l'inconnu. Alors, on a pris comme exemple, il pourrait y en avoir bien d'autres, ce portrait de vieil homme de Fragonard, qui a été acquis à la fin de l'année 1945 dans une vente aux enchères à Chamigny. On le sait grâce aux procès-verbaux des commissions d'acquisition. C'est le document que vous voyez en haut à droite, où on voit en fait René Huyghe qui rapporte cette acquisition lors d'une vente aux enchères. Alors, vente aux enchères d'un artiste, Fernand Sabaté, qu'on connaît aujourd'hui malheureusement assez mal, mais qui est un bon peintre de la fin du 19e siècle, surtout des débuts du 20e siècle. Et un restaurateur. Et restaurateur, tout à fait, dont on trouve des tableaux dans certains musées de France. Ce tableau, malheureusement, avant cette vente, nous ignorons à peu près tout. Alors, une première tendance, enfin une première réaction face à ce genre de choses, c'est tout d'abord de revenir à l'œuvre elle-même. Évidemment,
sur la face, il n'y a pas beaucoup d'indications, mais en revanche, sur le revers, ça peut toujours être riche d'enseignements. En l'occurrence, malheureusement, au revers de l'œuvre, que vous voyez sous le tableau, on ne trouve que des étiquettes qui sont relatives à des prêts à des expositions, ou des étiquettes posées au musée du Louvre au moment de son acquisition. Aucune trace qui aurait pu nous mettre sur la piste d'un précédent propriétaire. Donc on est obligé, finalement, eh bien, de revenir à la personnalité du collectionneur, du dernier collectionneur connu, ce fameux Fernand Sabaté, dont on sait malheureusement peu de choses. C'est donc un artiste dont on peut retracer la vie assez bien. On sait qu'il a eu un certain nombre d'œuvres. Il y a eu 2 ventes en fait après décès. Ce monsieur est mort en 1940 de façon accidentelle. Il y a une première vente après décès en 1941 qui montre qu'il était essentiellement, peut-être pas un vrai collectionneur, mais plutôt qu'il possédait des œuvres plutôt de ses contemporains. Dessins, sculptures, peintures de ses contemporains et ses propres œuvres bien évidemment, et très peu d'œuvres anciennes, dont Fragonard. Hein. Il y avait dans cette vente de 1941 seulement 7 œuvres anciennes. Et puis il y a eu une seconde vente en 1945, celle où le Louvre a acheté ce portrait de Fragonard, qui a été faite au bénéfice des Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Malheureusement, si vous voulez, nous n'avons aucune archive connue de ce peintre Sabaté dans lequel on aurait pu éventuellement trouver des traces de l'acquisition de ce Fragonard. Nous ignorons tout de ce que sont devenus son fonds d'atelier et ses documents d'archives, si éventuellement il avait des choses sur ses acquisitions. Donc malheureusement, cette piste n'est pas... très rapidement, on est face à ce mur. Alors, on a la chance, heureusement, de pouvoir bénéficier des inventaires, des bases de données de vente aux enchères. On peut retrouver éventuellement ce tableau dans 2 occurrences de vente. Une vente malheureusement très ancienne, en 1808, c'est ce que je vous ai montré sous le PV d'acquisition, ce que vous voulez, le numéro 38, hein, la vente du peintre Sauvage en 1808. On pourrait penser que cette étude de tête de vieillard, mais vous voyez, le format ovale n'est pas précisé, donc ça reste une hypothèse. Le tableau pourrait aussi avoir été celui qui a été vendu à la fin du XVIIIe siècle dans une fameuse vente Bélanger, mais là aussi nous n'avons pas de certitude. Vous voyez, nous sommes vraiment là donc face, au bout du compte, par rapport à notre méthodologie de travail, face malheureusement inconnu. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que Sabaté, le peintre Sabaté, possédait ce tableau au moment de sa mort en 1940, mais nous ignorons tout des circonstances dans lesquelles il est entré en possession de ce tableau, et nous irions tout jusqu'à 1808. Vous voyez, entre 1808 et 1940, nous avons un gap de temps considérable, et pour le moment, nous ne savons rien. Alors évidemment, il est notre devoir de rapporter toutes ces informations dans notre base de données, qui sera complète et qui sera prochainement encore plus accessible sur Internet, et qui pourra, dans le réseau des chercheurs qui existe aujourd'hui, eh bien peut-être justement évoquer des choses, des noms qui pourront évoquer des choses à d'autres chercheurs et développer de nouvelles pistes. Voilà, nous avons mis en conclusion un bilan actuel des recherches de provenance qui concerne uniquement la période 33-45. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'il y a à peu près un tiers des recherches qui sont encore à mener. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.